Durant COVID-19, les appels de détresse pour signaler qu'un aîné était maltraité ont augmenté de 250% à Senior Safety Line en Ontario. Et si ça se passe en Ontario, ça se passe aussi chez nous, malheureusement. Madame Suzanne Dupuis-Blanchard est titulaire de la chaire de recherche en santé CNRS Université de Moncton sur le vieillissement des populations, professeure titulaire à l'École de sciences infirmières ainsi que directrice du Centre d'études du vieillissement à l'Université de Moncton. Elle détient un doctorat en sciences infirmières de la University of Alberta, une maîtrise en sciences infirmières de la University of New Brunswick et un baccalauréat en sciences infirmières de l'Université de Moncton. Infirmière depuis 30 ans, son programme de recherche porte sur des dimensions du maintien à domicile pour les personnes âgées. Elle est la présidente du Conseil national des aînés du gouvernement fédéral, la présidente sortante de l'Association canadienne de gérontologie et était coprésidente du Conseil sur le vieillissement du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour le développement de la stratégie provinciale du vieillissement. Merci beaucoup, Suzanne Blanchard, d'avoir accepté de participer à cette table ronde en cette journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance envers les aînés. Merci beaucoup de l'invitation, premièrement, puis merci d'organiser une telle journée. Comme vous l'avez dit au tout début, c'est un sujet qui est délicat, qui est parfois difficile à adresser. Et la journée du 15 juin nous permet justement de se réunir et de réfléchir et de discuter de ce sujet. Cette année, le thème au niveau international, le nom qu'on lui donne, ce sont « Les droits ne vieillissent pas ». Et en fait, les droits, on parle de plus en plus de l'importance des droits de l'humain, mais aussi les droits des personnes âgées. Et en cette journée, on peut certainement réfléchir à la maltraitance, à l'abus envers les personnes âgées et y jeter une lumière, si on peut dire, de droit et d'essayer d'éviter et de mettre l'aîné dans la situation la plus favorable possible pour éviter d'avoir cette situation d'abus. Au Canada, on parle d'environ 10% de la population âgée qui est victime, si on peut dire, d'abus, de maltraitance. Et on sait, comme vous venez de dire, qu'en raison de la COVID, en raison de la pandémie, ce chiffre a augmenté de façon incroyable. Et aussi, bien sûr, on a la population qui vieillit de plus en plus. Alors, c'est un peu aussi de façon naturelle, si on peut dire, malheureusement, que ce chiffre-là va continuer à augmenter. La maltraitance, ça prend différentes formes. On est, comme société, un petit peu plus familier peut-être avec l'abus physique, psychologique, la violence intime sexuelle. Mais on rentre aussi dans la définition de maltraitance, les crimes, les torts financiers, surtout en raison de l'Internet, au niveau des appels non sollicités que l'on reçoit, les mauvaises utilisations de la procuration, les stratagèmes amoureux qui sont de plus en plus communs chez les personnes âgées. Et on a aussi certaines définitions de la maltraitance qui nous parlent de l'abus par omission et l'agisme. Alors, ce sont un peu sur ces éléments peut-être moins communs que je voulais me concentrer pour mon quelques minutes. J'ai pensé vous partager qu'est-ce que pas seulement que je perçois, mais les discussions que j'ai eues avec différentes personnes durant la dernière année. C'est sûr, c'est dans le contexte de la pandémie, mais j'ai fait quelques observations que je voudrais partager avec vous qui sortent de l'abus physique et psychologique habituel. Premièrement, la discrimination fondée sur l'âge dans notre système de santé.
C'est un sujet qui est venu vraiment à l'afflux, si on peut dire, avec les discussions sur la pandémie, qui aurait le droit de traitement si on devait choisir qui devrait recevoir, par exemple, un respirateur, etc. Mais je dois vous dire que même avant la pandémie, et peut-être que vous avez des situations vous-même auxquelles vous pouvez penser, on souvent fait des décisions envers nos patients plus âgés, les personnes qui côtoient le système de santé. Et on va dire à une personne, par exemple, de 80, 82 ans, ah, vous n'avez pas besoin de ce traitement-là à votre âge, c'est tout à fait normal que vous vous sentiez comme ça. Que vous ayez mal partout, que vous ayez ceci ou ça. Et on l'entend assez fréquemment et on avait fait justement un projet qui touchait le maintien à domicile où les personnes, au lieu de parler nécessairement du maintien à domicile, nous avaient parlé un peu de leur expérience avec le système de santé. Et ça, c'était pré-pandémie. Et on sait que la pandémie a quand même mis la lumière sur ces discussions-là. Un autre aspect que je voulais partager avec vous aussi, ce sont un peu, dans les derniers temps, le nombre de familles qui m'ont rejoint dans mon rôle de chercheur et au Centre d'études du vieillissement à l'université qui me connaissent comme ça et qui me partagent un peu la situation qu'ils observent en foyer de soins. J'ai eu plusieurs appels, je dirais une dizaine dans le dernier 6 mois, 8 mois, quelque chose comme ça, de familles qui sont les personnes désignées pour visiter, si on peut dire, à l'intérieur des foyers de soins en raison de la COVID, et qui me parlaient de leurs préoccupations par le manque de soins auprès de leurs membres de famille en foyer de soins. En raison de la pandémie, en raison du cours de personnel, etc. Et ils avaient une crainte de parler de ce qu'ils observaient parce qu'ils ne voulaient pas que ça nuise à leurs proches qui étaient en foyer de soins. Et ça, je pense de plus en plus, les gens hésitent à en parler, mais encore une fois, je pense que la pandémie a peut-être aussi ouvert la porte de pouvoir en parler peut-être un petit peu plus ouvertement et de questionner un peu qu'est-ce qui se passe, mais comment on peut l'adresser aussi. Et j'entends dernièrement aussi des personnes aînées dans la communauté qui me disent recevoir de plus en plus d'appels, de textos, de courriels pour des solutions, soit magiques à la COVID, des traitements, des choses comme ça. Ça semble avoir augmenté. Mais aussi des invitations à échanger, de devenir amis, d'échanger des messages, des rencontres. Et on semble vraiment miser sur le fait que plusieurs personnes de tout âge, mais les personnes âgées, qui, en raison des restrictions de santé publique, ont été isolées pendant la pandémie. Et on sait que l'isolation des personnes âgées, ou le sentiment d'isolation, justement, fait que l'aîné ou la personne est beaucoup plus à risque d'être victime au niveau de maltraitance. Pour finir, 5 minutes, ça passe vite. Je vais laisser la parole à mes collègues. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hein, on parle souvent de la problématique, etc. Et je voulais tout simplement offrir quelques pistes qu'on pourra certainement rediscuter. L'importance de la sensibilisation. Pour moi, la sensibilisation est clé. Hein, il faut en parler. Il faut avoir pas seulement le 15 de juin pour en discuter, mais il faut certainement pouvoir continuer à sensibiliser le public, les aînés, les familles, les professionnels de la santé. Et aussi de pas juste dire soyez aux aguets de maltraitance, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? À qui le rapporter? Vous entendez rien? M'entendez-vous? Oui, absolument. Oui? Ah, OK. Absolument. Peut-être M. Lausier qui n'entend plus. Alors, le rapporter à qui? Comment le rapporter? Et savoir ou connaître le mécanisme de rapporter ce que l'on observe, surtout dans nos institutions de soins. Hein? C'est quoi le mécanisme en place? Aussi, réduire la stigmatisation pour la victime. Les gens craignent toujours qu'est-ce qui va arriver si ils en parlent, s'ils déclarent une situation, que ce soit soi-même, un voisin, un membre de famille, etc.
on se pose toujours la question et on se sent coupable. On se sent comme si que, ben, qu'est-ce qui arrive si ce n'est pas tout à fait la situation? Alors, il faut en parler de ça. Il faut réduire cette stigmatisation-là. Il faut inclure cette discussion ici qu'on est en train d'avoir de nos programmes de formation, surtout au niveau de la santé, où on en parle très peu. Et bien sûr, poursuivre la recherche. S'il y a une chose, en conclusion, que j'observe, peu importe mon rôle, soit à l'université, soit au Conseil national des aînés, quand on vient chercher des statistiques ou des données par rapport à la maltraitance chez les aînés, on sait que c'est sous-rapporté et on n'a jamais le vrai portrait. Alors, je dirais qu'il faut continuer nos efforts à ce moment-là